Ça ne vous aura pas échappé, les élections européennes arrivent à grands pas. Et en vue de ce scrutin du 9 juin, si on s'intéressait aux conséquences du droit européen sur le droit du travail en France, notre expert ce soir, Maître Franck Sprit, bonsoir. Bonsoir. Avocat spécialisé en droit du travail. Alors, le droit du travail à l'épreuve du droit européen, qui gagne contre qui? Une question qui interroge non seulement nos habitudes, nos modes de vie, peut-être même nos choix de vote à venir. Alors, on va y aller simplement, si vous voulez bien. En droit du travail, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le droit français ou le droit européen? Oh, la très belle question que vous avez là. Allez, si je suis très pro-européen, je vais vous dire le droit européen avant tout. C'est un droit supranational, c'est un droit qui concerne toute l'Union européenne et peut-être un peu plus au-delà d'ailleurs. Si je suis très réticent, je viens vous dire que la loi nationale doit primer, mais en vous disant doit primer, je dois tout de suite mettre une réserve pour vous dire que effectivement, le droit européen a pris une envergure extrêmement importante dans le périmètre du droit auquel nous sommes tous astreints. Alors quand on parle de droit européen, ça peut paraître un peu flou ou abstrait. La justice européenne, elle est assurée par la Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège est au Luxembourg, et la Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est à Strasbourg. Ça, ce sont les deux grosses instances, l'une qui dépend de l'Union européenne, l'autre du Conseil de l'Europe. Très bien, vous avez parfaitement résumé ça. Ce sont effectivement deux justices, je dirais, différentes. Le périmètre, d'ailleurs, géographique est différent. Le Conseil de l'Europe est plus large que l'Union européenne, 27 membres. Et donc, la référence même des textes auxquels fait état la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas la même. Et donc, effectivement, les décisions peuvent être différentes, mais les compétences sont elles-mêmes différentes. Donc, il faut bien distinguer ce qui est du domaine de la Cour européenne des droits de l'homme, droits de la personne, de la Cour de justice de l'Union européenne qui concerne les législations européennes. Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce que c'est une justice supra-étatique ? Oui, tout à fait. C'est une justice supra-étatique qui lie ceux qui ont bien voulu se lier à ces juridictions. Et donc, nous venons de citer l'Union européenne. Dès lors que vous êtes membre de l'Union européenne, vous vous soumettez aux décisions qui sont prises par la Cour de justice de l'Union européenne, qui effectivement rend des arrêts extrêmement importants, contraignants, chers d'ailleurs, dans les conséquences pour les États qui n'appliquent pas le droit européen. Mais je vous coupe parce que vous dites c'est supra-étatique, mais tout de même, il faut bien l'incarner, l'interpréter finalement dans le pays. C'est le juge national qui interprète, c'est ça, la jurisprudence, la décision. On en a parlé dans ce studio ici même, on l'a abordé, ce dossier des congés payés pendant un arrêt maladie, et la justice française a donc tranché en se référant à ce droit européen. Mais qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'une décision européenne doit ensuite être interprétée par un juge national? Une décision européenne doit être appliquée, c'est plutôt ça. En fait, ce à quoi vous faites référence, c'est la question pour le juge national de prendre en compte ou non le droit européen. Très clairement, aujourd'hui, le juge national doit, c'est impératif, prendre en compte le droit européen. Sauf que le droit européen n'est pas aussi clair, je dirais, que celui dont on a l'habitude. Par exemple, une loi française, en général, si elle est bien rédigée, elle n'est pas trop sujette à interprétation. En revanche, c'est tout à fait différent s'agissant d'une directive européenne qui, comme son nom l'indique, donne une orientation, ou un règlement européen qui, effectivement, est une loi européenne qui doit s'appliquer. Et donc, le juge national, dès lors que le règlement européen dirait quelque chose que la loi française ne dit pas, doit appliquer le droit européen, doit appliquer le règlement européen. Bon. Pour la question des congés payés, dont vous venez de faire référence et qui est complètement d'actualité, qui nous dit que un salarié en arrêt de travail doit bénéficier de congés payés, c'est contraire à notre loi nationale,
mais la loi européenne, ou plus exactement la directive européenne, soumet les États à cette obligation, de sorte que le juge national, en l'occurrence la Cour de cassation, est venu dire que on ne peut pas priver un salarié en arrêt maladie de l'acquisition de ses droits à congés payés. Et donc ça pose un problème énorme. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de recours possible? Alors, il n'y a pas de recours possible dès lors que je dirais, les recours sont épuisés. À partir du moment où effectivement vous êtes allé jusqu'à la Cour de cassation, la Cour de cassation dit le droit en droit français et donc dit ce droit français au regard des engagements qu'a pris la France dans le cadre des traités de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union est régulièrement saisie d'affaires relatives aux bénéfices des congés annuels et pas uniquement de la part de la France, ce qui confirme donc que notre pays n'est pas le seul de l'Union dans la législation et pas forcément en conformité finalement avec le droit européen. Ça pose question. Ça pose, oui, ça pose une question. C'est pour ça qu'en liminaire, j'ai parlé des pro-européens et peut-être des moins européens, ce qui pose effectivement aujourd'hui une question sur la construction même de l'Europe, puisque vous avez des États avec des économies qui sont assez différentes en termes de croissance, en termes de PIB, etc. Vous avez des pays qui sont fortement syndicalisés, d'autres qui ne le sont pas, donc des pays qui sont couverts par des conventions collectives, d'autres qui ne le sont pas. Et donc tout ça fait que, en même temps, nous devons avoir un droit qui doit être uniforme en matière sociale. Ça se discute. Et donc, sur le plan juridictionnel, donc le droit du travail, conseil de prud'homme, cour d'appel, cour de cassation, effectivement, ça pose des questions qui peuvent être débattues. Donc, on peut être pro-européen, plus souverainiste, comme on dit. N'empêche qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des difficultés d'interprétation du droit de l'Union dans l'ordre interne. Parce que ce droit de l'Union se veut homogène pour des situations nationales extrêmement hétérogènes. Mais est-ce à dire, et là, petite parenthèse, mais que le professionnel que vous êtes a besoin de se conformer et d'être à l'affût en permanence de décisions européennes ? Complètement. Complètement, on ne peut plus faire l'impasse en tant que praticien du droit, on ne peut plus faire l'impasse sur le droit européen. La difficulté, en tout cas pour moi, c'est que le droit européen est un droit, alors certains vont louer ça, mais un droit extrêmement flexible. Il est un peu à géométrie variable. On a moult décisions où le juge européen aurait pu interpréter de cette manière ou d'une autre, et de ce fait-là, on perd d'une certaine manière ses repères. On l'a vu par exemple pour la question des indemnités de licenciement qui ont fait l'objet d'un barème, donc la loi française a institué un barème en fonction de l'ancienneté lorsque le licenciement est déclaré abusif par le juge national. Et certains ont dit, mais ça c'est tout à fait contraire au droit européen et plus largement encore au droit international visé par l'Organisation internationale du travail, de sorte que certains juges du fond ont dit que oui, le barème ne devait pas être appliqué, d'autres ont dit mais s'il devait être appliqué, et au final, plus personne n'y comprenait plus rien. C'est extrêmement anxiogène pour le justiciable, et j'allais dire pour le praticien que nous sommes. Vous venez de citer l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dont le siège est à Genève. Est-ce, là encore, supra-européen cette fois ? Exactement. L'OIT, Organisation internationale du travail, émet un certain nombre de règles qui s'appliquent pour ceux qui veulent bien s'y soumettre dans le cadre de l'engagement lorsque vous êtes signataire d'un traité. Or, l'OIT, dès lors que vous adhérez à l'OIT, vous avez signé un traité international. Et donc, tout ce que promeut l'OIT peut être, pris en compte par le juge à qui on soumet effectivement telle ou telle norme de l'OIT dans le cadre d'un procès, je dirais, tout simple entre un employeur et un salarié, oui. En matière de droit du travail européen, on a souvent pris en exemple, pour décrier notamment l'influence de Bruxelles, parfois son effet néfaste, la fameuse directive sur les travailleurs détachés. On se souvient de cette image du plombier polonais qui venait travailler en France sous statut polonais, et donc on imagine en termes de tarifs, c'était évidemment imbattable pour nos plombiers français. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et que dit la Commission ?
Bien, écoutez, le gros avantage, parce qu'il faut effectivement dire tout le bien de l'Europe d'une certaine manière, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et quand on dit des personnes, on parle aussi des travailleurs. Le seul problème, la limite de tout ça, c'est évidemment ce qu'on appelle le dumping social. Bon. Donc la règle en termes de détachement, elle est devenue maintenant assez claire. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour schématiser, nous considérons effectivement qu'aujourd'hui, un salarié, qu'il soit polonais, hongrois ou français qui passe de l'autre côté, j'allais dire, la règle est celle de l'application des normes, soit fondamentales, soit impératives, qui doivent être respectées dans le pays d'accueil, entre guillemets, le pays dans lequel on va exercer la prestation de travail. Et les règles impératives, ce sont celles liées notamment à la durée du travail, d'une part, et d'autre part au salaire minimum, pour éviter, évidemment, ce que je viens de dire, le dumping social. Vous venez de citer la rémunération, le temps de travail, les congés payés, la retraite, ce sont des thématiques, des éléments concrets, hein, là, oui, sur lesquels se prononce Bruxelles, mais celles et ceux qui nous écoutent, est-ce à dire que, il faut surveiller ce qui se passe à Luxembourg, à Bruxelles, les décisions politiques à venir européennes pour, par exemple, sur ces points, rémunération, temps de travail, congés payés, retraite, être attentif à son propre avenir ? Je pense que oui, puisque tout nous incite aujourd'hui à considérer qu'il faut impérativement suivre de près donc toute la législation européenne qui s'inscrit au travers des règlements et des directives, donc ce sont des normes extrêmement précises, hein, mais au-delà de ça, s'intéresser aux décisions européennes, et j'appelle décisions, ce sont les décisions juridictionnelles rendues soit par la Cour de justice de l'Union européenne, soit par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est extrêmement important, notamment pour les droits individuels, sur un certain nombre de libertés qu'on n'a peut-être pas le temps effectivement d'exposer aujourd'hui, mais ça nous donne une tendance sur la façon dont aujourd'hui les rapports sociaux doivent être organisés au sein de l'Union, quel que soit le pays dans lequel nous sommes. Alors chacun peut apprécier, pas apprécier, je dirais la réflexion, mais il faut bien comprendre que je ne sais pas si c'est une harmonisation, mais en tout cas c'est un socle commun qui est quand même extrêmement, j'allais dire, travaillé par le juge européen. Et le juge européen a aujourd'hui une latitude importante par rapport à l'interprétation des textes européens et internationaux. Maître Franck Sprit, notre avocat ce soir, à l'occasion de l'œil de l'expert à quelques jours des élections européennes. Pour conclure pour le professionnel que vous êtes, est-ce que cette relation entre la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme et la justice de notre pays, est-ce que pour vous, c'est un casse-tête, c'est une complication ou c'est une ouverture, une source de contentement ? C'est une complexification, c'est absolument certain, puisque avant, je dirais, on se référait à la loi française dès lors qu'elle était constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, s'appliquait et on demandait au juge de l'appliquer, avec effectivement un certain nombre de possibilités d'interprétation par le juge, dès lors que la loi, évidemment, elle n'est pas, elle doit donner souvent lieu à une interprétation, en tout cas au cas que l'on a à défendre en tant qu'avocat. Bon, ça c'est une chose. Aujourd'hui, c'est assez différent, c'est-à-dire que vous devez, à l'occasion d'un procès, vous avez quelquefois tout intérêt d'ailleurs, à dire au juge, la loi française vous dit ça, mais il y a une loi plus fondamentale qui est celle de l'Union européenne qui vous dit ça. Et moi, je vous demande de passer outre la loi française, quand bien même a-t-elle été constitutionnalisée, ou en tout cas elle a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel qui l'a considérée conforme à notre Constitution. Mais en fait, il y a plus que ça. Et donc, très franchement, aujourd'hui, c'est assez délicat à la fois de manier ces concepts nouveaux, et de se dire que, à l'occasion de n'importe quel procès, il y a toujours moyen de faire venir le droit européen avec une possibilité pour le juge national d'interpréter à sa façon le caractère contraignant de la législation européenne. Et c'est la raison pour laquelle
les recours ne cessent de se multiplier, que la Cour de justice de l'Union européenne est quand même surchargée de dossiers, que la Convention européenne des droits de l'homme ne l'est pas moins, puisque c'est le dernier recours lorsque vous êtes dans un contentieux individuel, qui va vous permettre de savoir si, entre guillemets, je dis simplement, mais si vous avez raison, vous avez tort. Et donc, vous voyez, pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un long chemin, et qui dit long chemin dit un temps extrêmement important. Eh bien, un grand merci pour vos lumières, maître Franck Spritz. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Merci d'être passé chez nous. Merci.